Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se fait un appel spécial immobilier, pas sur des données, pas sur des chiffres, pas sur des statistiques économiques. J'avais le goût de faire un appel immobilier très précis, très concret. Et puis, on s'est trouvé un intervenant, un incontournable du milieu immobilier montréalais. J'ai le grand plaisir de recevoir sur cet appel ce matin M. Patrice Grelot. Patrice est propriétaire de McGill Immobilier, probablement le plus grand vendeur de condos à Montréal, une agence commerciale également, McGill Immobilier commercial, mais également propriétaire de l'agence montréalaise et québécoise, si je ne m'abuse, de la bannière très haut de gamme Angel et Volkers. Donc, on a quelqu'un sur la ligne qui a une perception très large, à très haut niveau, de même que très concret. Patrice, merci de te joindre à nous aujourd'hui. C'est un très grand plaisir. Ça fait plaisir. Patrice, j'ai un éminent collègue en la personne de Michel Doucet qui me proposait un excellent préambule pour mettre la table sur le volet immobilier. Il me rappelait, il dit, tu sais, JR, là, à l'époque, là, Ford a révolutionné le monde dans lequel on vit parce que les gens qui vivaient à terre n'avaient pas moyen de se payer des autos, mais quand on a amené les travailleurs dans les usines, il fallait que ceux-ci aient des salaires suffisants pour être capables de se payer le véhicule qu'ils allaient produire. Donc, on a donc sorti les gens de la terre, on les a amenés à l'usine. Puis, dans la grande révolution, première révolution industrielle, là, on a vu une seconde phase où on a sorti les gens des usines, on les a amenés plus près dans les villes avec la formation aidant, on les a mis à travailler dans des bureaux. Est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle avec la COVID nous propulse dans le prochain changement ou après avoir sorti de la terre à l'usine, dans les bureaux, est-ce qu'on les retourne à la maison? Écoute, la question est tout à fait viable. La réponse, elle est simple. On vit un effet d'accélération en ce moment. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas créé par le COVID, c'est accéléré par le COVID. Quand on parle du retail, la transformation du retail, c'était déjà amorcé. J'avais justement Andrew Lotfi, à qui on doit le Royal Allemand, le méga-centre, l'équivalent qu'on disait de 10-30 de Montréal, qui est propriétaire des marques Dynamite Garage dans le vêtement et tout ça, a dit exactement ça. Il a dit tout ce qui était prévu sur 5 ans s'est passé en 6 mois. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'était prévu. C'est juste que le COVID a chamboulé l'industrie du retail, souvent, le cash flow très, très court terme. Donc, si on arrive avec aucune entrée d'argent sur quelques semaines, mois, dans ce cas-ci, c'est sûr que le modèle économique d'un restaurant, du retail et tout ça ne fonctionne pas. C'est pas fait pour être en pause totale de la sorte. Donc, il y a des modèles alternatifs qui se sont imposés. Les gens ont dû improviser. Les magasins qui avaient des divisions en ligne et tout ça ont mis les bouchées doubles, ont accéléré leur transfert vers le web. Mais ça, c'est une tendance chose, c'était déjà prévisible. Ce qui va arriver, je ne crois pas à la disparition totale du retail. On va juste ajuster les formats. C'est la même chose avec les espaces bureaux. Là, quand on avait des compagnies qui avaient, par exemple, le tiers d'une tour, mais au lieu d'avoir 10, 12, 15 étages dans une tour du centre-ville, ils vont en avoir 2 ou 3 parce que justement, il va y avoir une portion qui va être en télétravail. Les gens ne viendront pas travailler 40 heures semaine systématiquement, physiquement au bureau. Il va y avoir une certaine autonomie de travailler d'un café, travailler de la maison, de travailler du chalet ou n'importe quoi. Donc, c'est les volumes demandés. En même temps, il ne faut pas oublier, le Montréal, c'est une île. Il y a une densification naturelle. On est déjà dans une certaine saturation de terrain. C'est un gros Manhattan. Donc, on vient peut-être de calmer un petit peu l'offre, la demande existante. Il y aura peut-être moins de nouvelles tours, mais les tours existantes vont juste se diviser à travers plus de locataires. Au lieu d'avoir 2 ou 3 locataires principaux, on sera peut-être avec 10, 12 locataires. En même temps, on vient gérer son risque parce que là, si on a plus de locataires différents, s'il y en a un qui est impacté par un changement structurel dans l'économie, tout ça, on en perd un. On ne perd pas la moitié ou le tiers d'une tour. Donc, il y a des inconvénients, il y a des avantages, mais c'est ça. C'est ceux qui vont être capables de s'adapter, mais c'est une évolution tout à fait normale. Parfait. Donc, Patrick, tu commences
dans l'actualité lorsque la COVID a frappé, qu'on s'est mis en mode pause, qu'on a assisté à une quelque sorte éclipse économique. Tu voyais dans les journaux les journalistes disaient hey, les transactions immobilières sont en baisse de manière hallucinante. Puis c'était les challengeants en disant oui, mais au mois de mai, elles vont être en rebond phénoménal. C'est effectivement ce qui s'est produit, malgré qu'il y a énormément de gens qui demeurent sans emploi. On voit énormément de transactions immobilières. Patrice, est-ce que tu notes que ces transactions, est-ce que tu continues de noter un bon achalandage? Qu'est-ce que tu as vu dernièrement dans l'achalandage au niveau des visites, du trafic, des demandes, des requêtes, des nouveaux listings? Est-ce que tu vois des disparités entre les formats, les condos, voyez-vous plus la maison très haut de gamme? Qu'est-ce que vous lisez dans les tendances actuelles? Bien, écoute, le gros problème qui s'est passé, c'est vraiment que tous les analystes sont partis avec la prémisse on ne peut pas avoir une pandémie de cette ampleur-là sans qu'il y ait une correction immobilière. Ils ne se sont pas basés sur du data, ils sont vraiment partis en disant c'est impossible qu'on vive ce qu'on vit et qu'il n'y ait pas de correction. Donc, ils n'ont pas essayé de coordonner avec du data, de supporter avec des chiffres. Ils sont juste partis avec une idée qui, somme toute, écoute, même moi, au départ, tu dis on va être chanceux si on passe à travers sans se faire écorcher. Mais à un moment donné, la beauté, de mon côté, à cette période-là, nous, on avait 25 du marché des condos neufs dans la grande région de Montréal. Donc, je maîtrise une grande portion du data. Quand on parle de Groupe Altus, qui sont des grosses firmes d'analyse immobilière au Canada et tout ça, bien, ils s'abreuvent de mes chiffres. J'ai le quart des chiffres dans la grande région de Montréal. Donc, le data qu'on voit sortir, les analyses qu'on voit sortir, bien, il y a un quart de ces chiffres-là qui viennent de chez nous. Donc, moi, je vois rapidement des tendances là. Quand moi, je vois des gens qui continuent de s'inscrire, j'ai 33 projets en vente, quand je vois des gens continuer à me donner leur cellulaire, leur courriel, moi, je ne vais pas dans un concessionnaire automobile donner mon courriel et mon cellulaire si je ne veux pas acheter une voiture. Je n'ai pas le goût que quelqu'un m'achale pour me vendre une voiture. C'est la même chose dans la copropriété. Il n'y a personne qui donne ses coordonnées s'il a dans une intention d'achat. Donc, nous, on voyait, on maintenait nos centaines d'inscriptions quotidiennes. Les chiffres ne descendaient pas. Donc, d'un point de vue condo neuf, on s'entend, là, des livraisons dans 2-3 ans, et on a encore des gens, malgré le stress qu'on peut concevoir qui est lié au COVID, les gens ont encore dans leur tête l'idée de s'inscrire sur des sites pour se faire solliciter par des vendeurs pour de l'achat de copropriété sur place. Là, on n'est pas dans l'obligation de relocalisation à court terme et tout ça. Là, on est vraiment dans l'achat, le raisonnement à moyen et long terme. Et là, les chiffres se maintenaient. Donc, quand moi, j'entendais la SCHL dire moins 16 là, je les appelais, je me disais, mais basé sur quoi? Et la SCHL m'appelle pour avoir mes chiffres de la même façon que les autres analystes. Là, je leur disais au téléphone, mais sur quoi vous vous basez pour dire moins 16 Il n'y a pas d'investissement. Là, ils disaient, oui, mais il y a une chute des ventes. Ben oui, les courtiers immobiliers ne peuvent pas travailler. On est en pause totale. Les visites ne sont pas autorisées. On ne peut pas lister une propriété. On ne peut pas envoyer un photographe. On ne peut pas envoyer personne prendre des mesures. On ne peut pas envoyer d'inspecteur. On est juste en pause. C'est juste une pause. Et comme de fait, quand ça a réouvert, et là, les chiffres avaient déjà commencé à monter. Quand moi, j'étais sur de la PCQ, l'Association des courtiers immobiliers du Québec, et là, je leur disais, là, on est en train de gonfler les prix de façon artificielle parce qu'il y a juste l'inventaire existant sur le marché qui est permis. L'OACIC qui est rendu l'OACIC, qui est l'Association des courtiers, est rendu paragouvernemental. Le gouvernement autorisait les visites uniquement des propriétés déjà existantes sur le marché. Donc, on ne pouvait pas inscrire de nouvelles propriétés. On a créé de façon complètement artificielle un inventaire au plancher. Et là, les prix se sont mis à monter. Là, plus 9 tout ça. Et là, on parlait au gouvernement et on leur disait, dépêchez-vous, là, vous devez rouvrir les vannes. Il ne faut pas oublier, là, le courtage immobilier est resté un service essentiel dans 4 autres provinces. Là. Il y a juste au Québec, on a coupé les vases totalement. On a dit, c'est pas un service essentiel. On a créé une rareté artificielle. On a fait augmenter les prix. Et quand le courtage a pu reprendre, et là, on était en mode rattrapage. Et là, les deux mois ont été juste retransférés sur juin, juillet. Juillet a été le mois record de tous les temps. On a une augmentation de 46 du nombre de ventes par rapport à juillet l'année dernière. C'est des chiffres complètement hallucinants. Là. Et là, nous, chez McGill, c'est simple, on a mis en marché 50 de tous les condos neufs dans la grande région de Montréal pendant le COVID. Ça a été nos meilleures années. On bat nos records. L'année dernière, chez Engel Walters, qui est notre agence plus haut de gamme, terminé premier au monde cette année. On est en avance sur nos chiffres de l'année dernière, malgré le mois de pause. Donc, que ce soit en condo neuf, en revente haut de gamme,
Les résidences de villégiature, on n'en parle même pas, là, du plus 400 Laurentides, Canton de l'Est, tout ça, c'est hallucinant. On a de l'inventaire en villégiature sur lequel on est assis depuis 2-3 ans et on se ramasse aujourd'hui à les vendre au-dessus du prix demandé en offre multiple. On parle de propriétés qui étaient déjà en vente depuis 2-3 ans, là. Et là, on se ramasse à les vendre en offre multiple au-dessus du prix demandé. La demande, elle n'a jamais été aussi forte. Il n'y a jamais eu un inventaire aussi bas. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, l'immigration est à peu près à zéro. On a toujours eu en 37-38 000 immigrants par Québec. Est-ce qu'on peut penser que l'année prochaine, ce qu'on a eu, on a enlevé cette année, on va l'ajouter à ce qui était prévu déjà en 2021? Est-ce qu'on va avoir 75 000 nouveaux arrivants? Ça va venir doper complètement le marché. Là, il y a une demande une ressurgescence de la demande immigrante. La presse avait sorti la statistique et Radio-Canada aussi. Il y a un acheteur sur 5, 20 des acheteurs, pas à Montréal, pas dans la grande région de Montréal, un acheteur sur 5 au Québec qui est un immigrant récent. Pas quelqu'un qui arrive en spéculation et tout ça. Quelqu'un qui s'en vient vivre au Québec, 1 sur 5. C'est énorme. Si on ajoute 75 000 personnes l'année prochaine, là, c'est une autre donnée. Là, c'est d'autres data qui viennent s'ajouter à un inventaire bas, une demande qui va monter dans les grands centres. Moi, je vous le dis, les chiffres, 2020, c'est une année hallucinante, mais 2021 aussi, là, les chiffres continuent de monter. Là. Et là, les coûts de construction, là, c'est l'autre problème qu'on voit dans la construction, que ce soit... Patrice, avant d'aller, Oui. J'adore ça, tu es un gars enflammé, c'est clair, ça paraît, mais avant d'aller sur les coups, je mets une petite pause ici. Donc, OK, juin, juillet, on a repris possiblement on a doublé les mois qui n'avaient pas été faits. Mais tu vois quand même ta tendance pour le mois d'août. C'est autant, je disais, on a des détaillants américains, là, Walmart, Best Buy, etc., qui avaient vu, oui, beaucoup de demandes là, dans les premiers mois de réouverture, mais qui ont commencé à voir que dans leur domaine, à eux, ils commençaient à avoir des ralentissements de trafic, de tickets, etc. Toi, au mois d'août, tu vois rien de ça dans ton domaine. Bien, on voit un ralentissement par rapport à ces mois records-là. Et une chance, là, parce qu'on ne pourrait pas maintenir cette cadence-là, ce rythme-là, ça n'a pas de sens. Là, dans le cours de centre-ville, 18 d'augmentation des prix des condos en un an. On ne peut pas se faire ça. À un moment donné, on va avoir un problème. Il faut que ça ralentisse. Mais là, on se compare à 2 mois retard des dernières années. Si on compare le mois d'août actuel, le mois de septembre actuel versus le mois d'août 2019, qui était quand même une autre année retard, on se maintient, on est encore dans des mois excessivement actifs. Donc, il n'y a pas de baisse drastique, il n'y a pas de correction. Mais c'est ça, ça dépend toujours par rapport à quel mois on se compare. Si on se compare à l'année passée, la demande, l'engouement est toujours là. Il n'y a pas de baisse à prévoir. Il n'y a rien de drastique d'ici la fin de l'année. Absolument pas. Là. Okay. Si tu vois que les acheteurs étrangers sont moins présents, qui sont tes nouveaux acheteurs qui ont pris le manque à gagner de ces gens-là? Bien, déjà, quand on dit acheteurs étrangers, c'est les gens, il y en a qui sont déjà arrivés. Là, quand on parle de 20 d'immigrants récents, eux sont déjà arrivés, sont déjà installés. Il n'y a pas de problème de voyagement, tout ça. C'est vraiment la portion, le nouvel arrivant, là, très, très récent. Et là, c'est ça. On peut prévoir que. On voit déjà l'engouement. Parce que nous, on a des sites partenaires dans 180 pays différents de sites web. Donc, là, on voit des demandes, des tendances fortes de demandes en ligne qui viennent de certains pays. Et là, c'est là que ça m'amène à l'autre chose qui est intéressante pour le Québec. Quand on vit une pandémie comme ça et qu'on est quelqu'un d'aisé quelque part sur la planète, là, on commence à réfléchir où est l'avenir? Où est l'avenir pour moi, pour ma famille, pour le travail? Où est-ce que je vais? Et là, quand on regarde le Canada, le Québec, Montréal, quand on se compare, on est l'avenir. Pays de ressources. Stabilité économique, stabilité politique, l'assurance emploi, l'assurance maladie, tout ça. Donc, quand on regarde tous ces problèmes-là sur la planète, on est très bien au Québec. Et les gens à l'étranger commencent à le réaliser. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, dans la francophonie, ce qu'on a souvent, on nous a mis la francophonie, le fait au Québec comme un bémol en Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, ça devient notre attrait. La langue française est la 4e langue en nombre de pays pour laquelle c'est une langue officielle, c'est la 4e langue la plus populaire. Donc, évidemment, en Europe, France, Belgique, Suisse, on a l'Afrique francophone qui explose complètement. On a tout le Maghreb francophone. Donc, quand ces gens-là regardent les options, ils ne veulent pas aller en Europe. Ça ne va pas super bien en Europe. Où est-ce qu'ils vont? Ils veulent venir en Amérique. Du côté américain,
pas super intéressant avec la classe politique actuelle. Au Canada, bon, anglophone, qu'est-ce qui reste? Le Québec. Donc, on a la deuxième qualité de les immigrants les plus qualifiés au monde, je pense, après l'Australie. On est aujourd'hui la capitale canadienne universitaire. On a le plus haut ratio de capita d'étudiants. On est la capitale nationale du AI et tout ça. On a tout pour nous, là. Et on est déjà passé dans la transition. On n'est pas dans le manufacturier. On est déjà dans l'économie du savoir, les startups et tout ça. Moi, je pense que le Canada, le Québec, Montréal, dans une position parfaite pour l'engouement étranger de qualité, avec des capitaux, du nouvel argent qui va rentrer chez nous. Donc, l'immobilier à court, moyen terme, je ne vois pas comment, avec tout ce qu'on a, comment il pourrait y avoir de question ou de gros ralentissements. Et encore une fois, je le répète, le Montréal, c'est une île. On ne peut pas s'étendre. C'est pas le grand Montreal area, là. Il y a une limitation naturelle. C'est juste pas fini, là. OK. Hey, Patrice, je t'ai interrompu, mais tu avais amorcé sur les structures de coûts. Là, évidemment, quand on regarde le prix des commodités, le prix des matériaux, ne serait-ce que le prix du bois, qui est la meilleure commodité cette année, mais qui était comme en la construction, évidemment, c'est un frein. J'ajouterais à ça, on a des clients qui sont des grands constructeurs dans les couronnes montréalaises qui se plaignent d'un manque ou de certaines lenteurs pour aller chercher des permis, des autorisations, des changements de zonage, etc., qui viennent en fait limiter même l'offre dans certains créneaux. Qu'est-ce que tu vois, toi, au niveau des structures de coûts? Ça vient supporter un peu les peut-être pas stimuler la force totale des prix, mais ça vient quand même créer un certain effet plancher sous ceux-ci. Ben c'est ça. Là, historiquement, ça a toujours ça, c'est un bon point, parce que même quand il y a une correction en 2008, on regardait Miami, tout ça. Quand il y a une correction majeure immobilière, on revient excessivement rapidement au coûtant de construction avec le coûtant de terrain. Là. Ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça que l'immobilier ne va jamais s'écrouler complètement. On reste toujours avec cette base-là. On y revient rapidement. Quand on va en dessous de ça, on y revient très, très rapidement. Là, tu parlais du bois. C'est pas anecdotique, là. On évalue actuellement qu'en ossature de bois, là, une résidence, on ne parle pas d'augmentation c'est 8 de la valeur globale de la maison. C'est pas d'augmentation du prix du matériel bois, là. La maison totale va augmenter de 8 uniquement liée aux hausses de coûts du bois. C'est énorme. Juste à cause qu'on ne produit pas assez de bois actuellement, les maisons, l'immobilier en général va augmenter de 8 Quand quelqu'un va venir pour se construire, qui regarde son coût final, qui regarde la revente, il va être prêt à payer 8 plus cher parce que c'est ce que ça lui coûterait. Là, ça vient doper la valeur de l'immobilier. C'est énorme. 8 d'augmentation pour un seul matériel. Là, on ne parle pas du gypse, on ne parle pas du béton. Tout augmente à des vitesses complètement hallucinantes et c'est le gros problème. On a des promoteurs, justement, qui, à un moment donné, quand on vend trop vite, ils nous disent on arrête les ventes parce qu'on a encore des cotations qui ne sont pas encore finales. On a encore des soumissions qui ne sont pas linkées. Et là, si jamais il y a une hausse subite, il ne nous reste plus assez d'unités de condos sur lesquelles se rebalancer pour faire une hausse de prix, ou on va avoir vendu nos meilleures unités qu'on aurait pu augmenter. Il va nous rester, comme on dit, les dogs, les unités moins intéressantes, mais celles-là, on ne peut pas les augmenter. Donc, il y a un stress. Ça devient même un problème de trop vendre rapidement, là, ce qui était le souhait du promoteur. À un moment donné, il faut tempérer, il faut juger, tout ça. Donc, ça devient c'est un art là, en ce moment, de pricer des projets, pricer des rénovations. Et c'est pas fini. Là. Justement, tu parlais les couronnes. Et ça, c'est la protection du territoire agricole. Et tant mieux, il n'y a pas de problème avec ça, moi. Mais il y a un moratoire d'à peu près 30 ans sur le dézonage agricole. Il y a énormément de terrains encore dézonés, mais sur lesquels les gens s'assoient, ils attendent, parce que la valeur ne va pas augmenter. Donc, ils veulent laisser les autres propriétaires développer d'abord et eux arriver les derniers une fois que tout est développé et maximiser. Tu veux toujours être le dernier à développer ton terrain et que tout le monde ait fait monter les valeurs autour de toi. Ça, c'est un peu normal. Fait qu'en ce moment, c'est ça. Je pense que c'est pas le problème de dézoner, c'est juste qu'il y a trop de gens qui s'assoient sur des terrains qui sont déjà dézonés. Donc, ça serait peut-être de forcer ces gens-là à développer ou de mettre des taxes quelconques si jamais les gens continuent de s'asseoir. Mais c'est ça, la protection de 30 ans, là, sans dézonage. Donc, le différentiel entre la valeur des banlieues versus Montréal, les coûts de construction, c'est qu'on n'a plus l'avantage qu'on avait historiquement de faire une demi-heure, 45 minutes pour avoir vraiment quelque chose de nettement moins cher. Là, on se ramasse avec des prix. Pour nous, on vend des propriétés de prestige aussi sur la Rive-Nord, la Rive-Sud.
mais les prix de construction sont les mêmes. L'électricien ne coûte pas moins cher, les matériaux ne coûtent pas moins cher. Et là, même les terrains ont augmenté. Donc, le différentiel de valeur entre la ville et la banlieue d'année en année. Donc, et c'est purement relié à la hausse des coûts des terrains, vu la rentrée de terrain en banlieue. Parfait. Patrice, on est en rentrée scolaire. On parle d'un manque de 1000 enseignants dans la fonction publique québécoise, mais j'écoutais au travers des branches, on parle aussi d'un manque de plus de 20 000 travailleurs dans la construction. Avec la tonne de projets actuels, le voyez-vous également? Avez-vous des constructeurs qui se plaignent de ça? Oui, bien ça a toujours été, historiquement, ça a toujours été au fond, le contracteur qui est en contrôle et tout ça, c'est le donneur d'ouvrage. Maintenant, c'est les sous-traitants en contrôle. Tu veux pas payer? Parfait. Moi, j'ai un line-up et tout ça. Donc, il y a un rapport de force qui est unique, qui n'a jamais existé dans l'industrie de la construction. Les sous-traitants ont le beau jeu. Et là, c'est ça. On voit une hausse des prix, une hausse des salaires. Et c'est ça, quand tu as 20 demandes, bien, tu fais ça. Tu as toujours quelqu'un qui est prêt à gorge, qui ne peut pas attendre que ça doit être fait dans 2 semaines et qu'il faut être prêt à payer le prix. Donc, il y a une surenchère et ça, c'est inévitable. Donc, ça vient s'ajouter aux coûts de la construction, aux hausses des coûts de la main-d'œuvre. Et au final, qui va payer pour ça, c'est le consommateur. Il n'y a pas personne d'autre. Au final, les gens qui vont acheter ces propriétés-là, rien ne s'opère, rien ne se crée. Sinon, s'il n'y a pas de marge raisonnable sur un projet, les promoteurs ne les font pas. Tout simplement, il n'y a pas les gens qui sont en prêt mésanine, en prêt à risque, à s'attendre à un rendement X. Si le rendement n'est pas là, les projets ne se font juste pas là. Patrick, tout ça, c'est bien, c'est beau, mais on regarde également d'un autre côté. Là, moi, j'ai le biais de regarder du côté de l'acheteur au Québec. Oui, il y a des gens qui rentrent avec certaines formations de l'étranger puis qui vont payer fort, mais on a énormément de gens pour qui les revenus augmentent peu ou pas et l'endettement est déjà élevé. Est-ce que tu vois un frein dans ce facteur-là? Ben moi, je suis un conseiller en ressources humaines agréé aussi de formation, puis des gens avec qui je parle dans l'industrie, il y a une hausse des salaires. Les salaires augmentent. Moi, c'est ma lecture et ça va devoir continuer. Il y a une demande pour des gens qualifiés de qualité. Et là, on n'est pas juste dans la diplomation. Là, on est aussi dans la qualité de personnalité, l'attitude au travail. On n'est plus juste à un MBA, tu as un poste. Là, on est loin de là. À un moment donné, les qualités requises, quelqu'un de travaillant, qui se présente, qui fait des efforts, autonomie, tout ça. Donc, on arrive dans d'autres critères qu'on a peut-être négligés au détriment, justement, de la scolarité. Là, on passe dans un autre modèle, mais les salaires, puis moi, je le vois, on est 175 dans nos entreprises et tout ça, et j'ai jamais payé autant les gens qui travaillent pour moi parce qu'ils sont excellents, puis je veux qu'ils restent parce qu'ils font offrir des autres ailleurs. Donc, je pense sincèrement que je ne dois pas être le seul. Et quand je parle aux autres professionnels des ressources humaines, me disent sensiblement la même chose. Mais je suis d'accord avec toi, à un moment donné, le pouvoir d'achat va devoir suivre ces hausses-là. Sinon, on va se ramasser avec une très grande problématique. La seule chose, quand tu parlais tantôt de chômage, de gens sans emploi, c'est que les gens les plus affectés actuellement, on parle beaucoup de restauration, tout ce qui était hôtellerie. Sans tomber dans rien de condescendance, le profil type de gens dans cette industrie-là, c'était souvent des gens plus jeunes et qui n'étaient pas dans le modèle, qui n'étaient pas des acheteurs, c'était des locataires. Donc, en ce moment, si on enlève de l'emploi aux gens de la restauration qui sont à loyer, on ne vient pas changer le rapport de nombre d'acheteurs. Ce n'est pas la majorité des secteurs qui ont été affectés dans l'économie québécoise, ce n'étaient pas les acheteurs de propriétés sur l'île de Montréal, ou du moins pas de propriété haut de gamme, ou non plus de propriétaires, de jeunes professionnels en copropriété dans la grande région de Montréal. Oui, ça, écoute, on n'ira pas là pour l'instant. Là, tu ouvres une canne de verre assez fragile là, dans ce qu'on vit. Il y a réellement une dichotomie qui s'installe, une polarisation qui s'installe. Là. Il y a ceux pour qui ça allait, que ça va encore très. Mais on a un pan de travailleurs qui étaient parmi ceux avec les statuts les plus précaires, pour qui la situation est excessivement difficile. Mais je me mettrai pas la tête dans le sable. À la limite, on a la beauté d'être au Canada avec un filet social plus généreux, mais néanmoins, éventuellement, ça va nous rattraper ces enjeux-là d'écart de richesse. Ça, je t'arrête sur ça, par exemple, parce que là, on parle de la restauration, là, on parle 60% des restaurants qui vont se faire. La résilience de la restauration, il ne faut pas la sous-estimer. Là. Ça a été mon champ d'études au niveau du deuxième cycle. Là.
Quand il y a eu Katrina, il y a eu exactement, sensiblement le même, aux États-Unis, le même nombre de pertes, 40 des restaurants fermés. Et on était 2 ans plus tard et le nombre de restaurants était supérieur que pré-Katrina. Donc, la résilience de la restauration, les gens qui étaient déjà faibles et tout ça au niveau de la restauration, qui avaient de la nuisée, il y a un ménage en accéléré, il y a des aubaines, il y a des gens qui vont reprendre ces locaux-là, ces améliorations locatives-là pour des peanuts et qui vont être capables d'opérer des opérations très rentables, très rapidement parce qu'ils vont être capables de les acquérir à des coûts nettement moindres et tout ça. Donc, faites attention au niveau de la restauration. Là, dans 2-3 ans, il va y avoir plus de restaurants. Et n'oubliez pas, hein, il y a plus de permis d'alcool à Montréal qu'à New York. C'est une belle anecdote qui m'a toujours fasciné. Montréal, c'est une ville de gastronomie aujourd'hui, de nightlife et tout ça. Ça a toujours été. On a cette réputation-là, le red light un peu, qui date d'une autre époque, mais ça a resté. Là. C'est dans nos mœurs et ça, c'est pas près de disparaître. Là. Parfait. Donc, Patrice, donc, si on regarde le temps file, puis je ne veux pas prendre ton après-midi non plus, je ne veux pas prendre ma vision. Je veux que tu nous offres la tienne. 3-5 ans sur l'immobilier, tu vois quoi? On a entendu crier au loup des tonnes de fois à l'égard du marché immobilier canadien, québécois, principalement montréalais pour ce qui est du Québec ou de Vancouver ou de Toronto. Toi, là, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est quoi ta lecture du marché? Lecture du marché, bien c'est ça. Si comme prévu, les taux restent relativement bas jusqu'en 2023, ça c'est déjà un gros point. Il faut éviter ce que Vancouver a vécu. Il ne faut pas se mettre à tête ensemble. Il y a eu énormément de blanchiment d'argent dans l'Ouest canadien, les tours vides et tout ça, des gens avec vraiment de l'immobilisation de terrain. On a la chance au Québec d'avoir justement des acheteurs dans un processus migratoire. Il faut rester avec ça, prioriser ça, plutôt que des gens qui viennent juste amener de l'argent. Je pense que là, la RCMP, la GRC fait un très bon travail. La beauté, c'est que tout se passe toujours de l'ouest vers l'est. Donc, tous les problèmes qu'on voit dans l'Ouest, on met des mesures en place, ça vient tout le temps nous protéger, nous, le Québec. On est toujours tranquillement, mais sûrement, mais on n'a pas l'effet yo-yo, là, comme un Calgary relié au pétrole, des choses comme ça. Beaucoup plus stable. Fait que moi, je vois une certaine stabilité. Il ne faut pas oublier, à un moment donné, il ne faut juste pas avoir le besoin de vendre. À un moment donné, si tu as acheté dans les 5 dernières années, même si tu as une correction sur 3, 4, 6 mois, globalement, sur 1 an, 2 ans, 5 ans, on est toujours dans le positif. On l'a vu, même avec une crise financière majeure aux États-Unis, les grands centres, les grandes villes, ça revient rapidement. On repart à la hausse, on reprend la perte. Il faut avoir un coussin, là, je dirais, un maximum 2 ans. Si on est capable de faire nos paiements, il ne faut juste pas être leveragé depuis à outrance. Il n'y a aucun problème. Le marché au Québec est tranquillement, mais sûrement. Il n'est pas spéculatif. Le Québécois n'est pas un spéculateur à la base. Donc, même si on a une demande étrangère qui reste quand même minime, qui n'est pas dominante, si le Québécois ne rentre pas dans ce mode-là, comme c'était le cas aux États-Unis, spéculatif, on s'achète à crédit, on a plein de propriétés, puis on se leverage, le Québécois n'est pas comme ça. Socialement, le Québécois, au niveau, c'est pas dans son DNA. Fait qu'on n'aura pas cet effet-là de bulle. La formule est complexe, mais il y a un gros morceau que c'est ça, c'est dans notre DNA québécois, on est des gens relativement conservateurs. Excellent, Patrick. Michel, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose? Une fois, 2 fois? Écoute, Jean-René, je n'ai rien à ajouter. Je suis que doué. Merci, Patrice, de t'être joint à nous avec cette vision que je dirais qui sort des sentiers battus que ce qu'on entend sur le terrain, sur une conclusion qui est pour moi positive. J'aime l'aspect que ça nous amène 3 à 5 ans, regarder en avant. Patrick, j'achète ton histoire. Merci beaucoup de t'être joint à nous ce matin. C'est génial. Bonne fin de journée. Un gros merci de l'invitation. Puis si vous avez acheté, justement, si vous êtes prêt à acheter, on est là pour vendre. Fabuleux, Patrick. Quand tu auras assez vendu, tu viendras placer tes sommes chez nous. C'est fabuleux. J'adore ça. Excellent. Hey, Patrice, merci. Michel, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.